Bonjour à tous, soyez les bienvenus aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Overtime, épisode 14 au menu aujourd'hui. Beaucoup de choses à vous dire en une petite heure pour cet épisode. Je suis David Pietronigro, je suis en compagnie de Stéphane Rochette. Salut Steph. Bonjour à tous, salut David. Et de Régis Cerf aussi, salut Régis. Salut tout le monde. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. On va condenser ça dans l'actualité des clubs romans, Stéphane, pour revenir sur l'actualité brûlante. Ouais, pas mal de choses. Il y a eu des matchs ce week-end. Encore une pause. On est encore entre deux pauses. Hein. En Suisse, on est comme à l'armée. On court pour attendre, puis on attend pour courir. C'est ça que vous dites, les gars? C'est ça. Moi, j'ai jamais fait l'armée, mais j'essaie de la draguer. C'est un peu comme ça. On condense les matchs en une semaine, puis après ça, on fait une petite pause. On est toujours entre deux pauses. C'est toujours un match de reprise ou quelque chose comme ça. C'est assez sympa. Alors, même pour notre rythme personnel, Régis, hein, il faut savoir un petit peu gérer sa forme hein, pour être toujours en forme le soir des commentaires de match. Exactement. Mais c'est vrai, mine de rien, quand on n'a plus commenté pendant une semaine, c'est pas tout à fait la même chose quand on a le rythme de le faire tous les 2 ou 3 jours. J'avoue que j'y ai pensé vendredi. Faudrait jamais s'arrêter, les gars. Oh, nous, on s'arrêterait jamais si on s'écoute, c'est vrai. Nous, on n'arrête jamais. La preuve, on est là aujourd'hui. Les autres sont en pause. Nous, on est là. Allez, on va passer l'actualité des clubs romans en revue. N'hésitez pas, bien sûr, à nous poser vos questions. On est en direct sur Facebook. Vous pouvez nous rejoindre sur la page de MySports pour ça. On va prendre vos questions les plus pertinentes au cours de cet épisode. Vous êtes prêts ? Alors, on y va et on commence tout de suite par le HC Bienne. Bah oui, du côté de Bienne, est-ce que c'était le week-end de la bascule? Est-ce que la saison est en train de tourner? En tout cas, c'était la troisième fois, si j'ai bien calculé, troisième fois de la saison seulement que les Biennois arrivaient à réussir 2 victoires consécutives. L'impression aussi que le long sermon du pasteur Matikainen il y a 10 jours à Langnau a porté ses fruits, puisque ce week-end, l'équipe marque, l'efficacité est au rendez-vous. J'ai regardé, 13,3% à Fribourg, quasiment 13% contre Berne la veille. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis, il faut dire clairement que depuis quelques rencontres, on sentait le niveau de jeu qui montait, une équipe qui monte en puissance, tout simplement. Et on a vu de très, très belles choses. Moi, en tout cas, j'ai retrouvé une ligne H2O, comme on l'appelle, avec Hofer, Haas et Olofsson, qui... Allez, on ne va pas dire qu'elle volait, mais en tout cas, était très dangereuse quasiment sur chacun de ses shifts. Donc, un très bon HC Bienne et clairement une équipe qui est de nouveau pleinement en course, en tout cas pour les play-ins. Je n'irai pas jusqu'à dire pour la 6e place, mais c'est redevenu un vrai concurrent pour des équipes comme Langnau, comme Davos, qui, à mon avis, pourraient bien voir Bienne leur coller aux fesses. Ouais, c'est vrai, le retour de Hofer amène forcément un argument offensif de plus et peut-être arrête de faire tirer son spleen à Olofsson. Ça. Ouais, Olofsson, on a vu qu'Olofsson, quand il est bien accompagné, il est un petit peu plus motivé. Il m'a semblé avoir des ailes un peu ce week-end. Régis en parlait. Mais les joueurs, souvent, qui n'ont pas été blessés, qui étaient dans l'alignement quand il y avait un paquet de blessés, etc., qui cumulaient les défaites, eux ont à cœur de prouver que regardez, c'est parce qu'il y avait des blessés qu'on ne gagnait pas parce qu'on n'était pas bons, nous. Alors, évidemment, ils sont tout motivés par le retour des coéquipiers. Évidemment, Olofsson, on sait que c'est un ailier de complément de premier plan, c'est-à-dire que s'il est bien accompagné et puis il y a des joueurs autour de lui qui génèrent de l'offensive, il va pouvoir compléter. Et samedi, c'était notre match studio. Hein. Bon, on a eu Ben 2 fois, mais il a été très remuant, Olofsson. Là. Il s'est senti pousser des ailes tout à coup là, depuis une semaine. Bon, il a des autres coéquipiers. On est loin, hein. On est loin du gars qui était benché, mis en tribune par Matikainen il y a 6 semaines. Hein. C'était contre Berne, je me rappelle de ce match où on avait été tous surpris de voir Ekunstad et Olofsson qui avaient été mis en tribune. C'est un autre gars maintenant et je pense que la saison a vraiment commencé pour lui. Mais bon, pour si on continue de parler d'Olofsson, il doit encore marquer des buts hein, parce qu'il tire encore souvent sur les poteaux. Il est quand même engagé pour marquer des buts. Hein, il se rapproche. Avant, il tire à côté, là, il tire sur les poteaux, il se rapproche, les gars. Mais ça reste quand même un buteur qui doit apporter ce petit plus aussi au HC Bienne. Mais dans l'ensemble, week-end satisfaisant, Steph, parce qu'il y a eu ce premier succès dans le derby, les émotions qui vont avec contre Berne. Tu gagnes en prolongation. Ça a été difficile à aller chercher. C'est 2 points qu'on fait du bien. Et tu confirmes le lendemain à Fribourg, là aussi, dans un très bon match de hockey. Depuis le début de l'année, il y avait un paquet de matchs serrés du côté du HC Bienne, puis à chaque fois, ça tournait pour l'adversaire, soit en prolongation, soit à la fin. Comme disait brillamment Guetta Haas en entrevue, on a toujours l'impression qu'on fait quelque chose de faux qui nous coûte le match.
dans la période trouble. Et là, tout à coup, la fameuse loi de la moyenne va peut-être tourner en leur faveur aussi. À un moment donné, tu ne peux pas toutes les perdre par un goal et être malchanceux. Gary disait en entraîneur qu'il était, il dit, moi, depuis le début de l'année, j'ai l'impression que oui, il y a des blessés, oui, ils n'ont pas l'effectif, mais le puck ne tourne pas pour eux. Et là, tout à coup, en fin de semaine, on sentait qu'il y avait des petits détails qui jouaient en leur faveur. Bien, évidemment, quand tu as tes meilleurs joueurs dans l'alignement, tu arrives à faire tourner le puck en ta faveur un peu plus facilement. Et un effectif complet, il a aligné 8 défenseurs ce week-end. Hein. C'est incroyable, ça. Delémont. Les 8 défenseurs, ils les alignaient, mais pas toujours à leur poste de prédilection. J'ai jamais vu, non, c'est ça, exactement. Il y avait Radgeb qui était au centre, Grossman aussi à un moment donné. Radgeb a même joué à l'aile gauche. Et là, ils sont venus en position naturelle. Stéphane, aligné, c'est un bien grand mot. Delémont a joué 5 minutes contre Berne. Ouais. Apparemment, c'était pas du très grand hockey parce que tout simplement, je crois qu'il n'est pas en confiance actuellement. Et à Fribourg, 0 secondes aligné. Hein. Il n'a pas mis le pied sur la glace. Lui et Stamfli n'ont pas mis le pied sur la glace samedi soir. C'est ça. Là, moi, je ne comprends pas cette gestion-là. J'en ai parlé justement vendredi. Au bout d'un moment, le garçon, Néa Delémont, oui, ça reste un jeune, mais c'est quand même sa 3e saison dans cette ligue-là. Ouais. Il a joué régulièrement l'année passée avec Tormainen, a remplacé Yakovenko, a remplacé Radgeb sur le powerplay. Poste pour poste, c'était la gestion de Tormainen. Il a joué dans les playoffs. Il a fait, je pense, des bons playoffs. Il a quand même vécu une finale où il a été aligné de façon assez régulière. Et là, tout à coup, il est plus assez bon pour jouer en saison régulière, ce garçon. Il aura envie de temps de jeu. Il aura envie de... Ouais, mais ça, depuis le début de l'année, on sait que c'est pas aussi facile. Un qui a disparu de la carte aussi tout à coup, c'est le jeune Schlepfer, qui était on s'entend que ça va être toute sa vie un joueur de 4e ligne dans cette ligue-là, mais il y a quand même du gabarit, du patinage, travaille fort. Tormainen l'appréciait, lui donnait une dizaine de minutes de temps de jeu par match, et tout à coup, là, il est bon. Jérémy Berchi joue maintenant. Bon, Jérémy Berchi est un joueur différent de Schleffer, nettement meilleur sens du hockey, meilleur joueur plus offensif, etc. C'est pas un joueur de 4e bloc. Il va être aligné sur le 4e bloc parce qu'il doit attendre son tour un peu. Donc, c'est un choix de l'entraîneur. Et puis, Delémont, il préfère Christen, qui est un joueur de Swiss League patenté, qui joue en Swiss League depuis, qui est un assez bon joueur de Swiss League, hein, qui est limite pour la National League, qui n'a pas un gros gabarit, qui est droitier. Et là, il y a une gestion. Est-ce qu'on va... Je veux faire une petite parenthèse, les gars. Quand Lars Leinberger a pris l'équipe il y a 2 ans, Nussbaumer est parti à cause de lui. Il ne s'entendait pas du tout avec Leinberger et il y a eu un échange qui a été fait. Son agent a dit « Je sors de là ». Et malheureux comme un pou, Nussbaumer connaît une assez bien carrière à Davos. Et là, est-ce qu'on va perdre Noah Delémont? Est-ce que je sais que Noah Delémont a assez bien tatoué sur les 2 épaules, sur la cuisse et sur la fesse gauche. Sauf qu'à un moment donné... Les garçons, ils doivent jouer. Ouais, c'est clair. C'est ce que je sous-entendais, hein, Steph. C'est que à cet âge-là, tu vois le potentiel que tu as. On t'a déjà clairement expliqué que tu dois peut-être faire plus tes bases défensives pour après amener ton jeu offensif comme il aime le faire, comme il aime jouer sur le powerplay, puis on ne lui donne pas. Donc c'est clair que au bout d'un moment, on va peut-être s'asseoir avec son agent et puis regarder comment on peut œuvrer pour œuvrer au mieux du développement du joueur, parce que là, le développement du joueur, on n'en voit pas grand-chose de ce qu'on peut tirer de Noah Delémont. C'est le chaud et le froid et tout. Dès qu'il fait une erreur, c'est sur le banc, il prend une pénalité à Cloton, il ne joue plus du match. Au bout d'un moment, c'est pas la façon de gérer. Il a beau dire il l'aime pas, oui, mais à un moment donné, tu dois te mettre dans la peau du club aussi, tu dois avoir une vision. Je pense que Steinegger il y a des interactions avec le directeur sportif et le directeur sportif doit quand même dire écoute, je vais perdre la moitié de mon équipe l'année prochaine. Il y en a un qui veut rester chez nous, il me coûte pas trop cher. Tu peux le faire jouer, s'il te plaît? C'est ce que j'allais dire. On a quand même pensé qu'avec le départ de Radgeb, Delémont pouvait un peu prendre son rôle la saison prochaine, donc il faut peut-être l'y préparer aussi. Pour l'instant, on ne travaille pas dans cette direction, hein, clairement pas. C'est sûr. Si on revient au week-end, messieurs, on nous dit dans le chat, l'œuvre toujours très précieux, le retour d'Ofer a fait du bien. Par contre, Lucas nous dit, j'attends encore un meilleur investissement de Gaëtan Haas. Toi, Régis, qui a suivi le match, qu'est-ce que tu penses des plus et des moins peut-être encore du HCBN? Oui, il y a eu les victoires, mais on sent encore que ça peut rester un petit peu fragile. J'ai lu ce commentaire sur Gaëtan Haas que j'ai trouvé quand même dur, pour pas dire très dur, parce que s'il y a quelqu'un qui s'investit à fond, c'est Gaëtan Haas. D'accord, il y a encore un peu de déchets dans son jeu. Je veux bien comprendre ce propos. Il peut épurer son jeu peut-être davantage, mais quand même, s'il y a quelqu'un depuis le début de la saison que j'aurais exclu de toute critique dans l'équipe par rapport à ce qu'il amène, par rapport à son attitude, par rapport à son abnégation, c'est Gaëtan Haas. Donc, j'ai trouvé le commentaire quand même dur. Moi, j'ai trouvé qu'en termes de jeu, Bien était
bon, vraiment bon, à montrer des choses, à répondre du présent quasiment sans avoir de creux dans la rencontre, avec une certaine constance. Vraiment sur la bonne voie. Moi, j'aurais plus pointé du doigt le comportement de la ligne Kunti, Brunner et Künzle. Alors Künzle, d'accord, il a été blessé, il est revenu que samedi, mais justement, samedi, cette ligne-là, elle était quasi inexistante, quoi. Les trois autres étaient en vue et celle-là est passée à côté. Donc là, il y a encore un potentiel, clairement. Je ne sais pas si cette ligne-là, elle est capable de s'exprimer avec le coach maintenant, mais en tout cas, c'est la principale déception que j'avancerais personnellement. Ils en auront clairement besoin de cette profondeur offensive et des lignes qui fonctionnent. Alors sinon, il faudra peut-être penser à les séparer. Moi, j'ai réécouté un petit peu les dernières interviews qui sont venus faire les joueurs à notre micro. Et après le retour de la première vague de blessés, on avait tout de suite un petit peu d'euphorie. Ça allait mieux dans le jeu. On n'avait pas encore les résultats. On avait quand même gagné un match. C'était avant la pause de novembre contre Berne qu'on avait confirmé au retour de la pause de novembre. Et on disait tout de suite, on va aller mieux. Finalement, Bienne est quand même resté dans un rythme plutôt moyen, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu cette embellie-là. Maintenant que quasiment tous les blessés sont revenus, à part Eponiemi qui le sera bientôt, est-ce que vraiment ce coup de... moi, je pense qu'ils ne peuvent pas faire pire, honnêtement. Moi, je pense que ça va aller crescendo. On va donner du temps à Künzle de revenir. D'ailleurs, Künzle, on apprend ce matin qu'il est convoqué avec l'équipe nationale. Il va aller faire sa remise en forme avec l'équipe nationale. Il fait mourir de rire. Le gars, ça fait 2 mois qu'il n'a pas joué. Bon, peu importe. C'est ça. Et puis offert aussi de retrouver le rythme. Mais là, avec les pauses, c'est dur de retrouver le rythme quand tu as une pause une semaine sur 2. Là, jusqu'en janvier, on s'entend que décembre, c'est pas le mois pour retrouver le rythme de match. On s'entend. Donc, ça, c'est dommage un peu pour la HC Bienne. Mais je pense que on s'entend que Kunti et Brunner ne peuvent pas faire pire que ce qu'ils ont fait en la première demi de saison. 6 points, je pense, Brunner. Kunti, 2 fois rien. Et ces joueurs-là sont décevants. Mais je pense que quand tout le monde aura retrouvé son rythme, moi, je pense que cette équipe-là, elle est intéressante. L'Euve aussi, rappelez-vous, l'Euve... On n'a pas perdu son hockey en 12 mois quand même. N'oubliez pas que l'Euve revient aussi au jeu. Donc, c'est beaucoup de joueurs qui doivent reprendre le rythme. D'ailleurs, Matikainen nous le disait en entrevue avant le match. On a fait un petit reportage sur lui. Il disait qu'il faut leur laisser le temps d'assimiler les systèmes, etc. Ils n'ont pas eu le temps de faire leur devoir après 2 mois de blessure. Ils n'ont pas lu le playbook encore. Ils n'ont pas lu le playbook, mais on va passer au club suivant puisque Bienne a joué contre Fribourg-Gotteron. Mais ce que je veux terminer peut-être, c'est de dire que l'équipe est peut-être pas en accord avec 100% des décisions de son coach, mais elle ne joue pas encore contre parce que sinon ça se serait vu ce week-end aussi, peut-être mais déjà pour avoir des réactions. Mais comme je le dis souvent, des fois l'équipe, elle fait bloc. Par contre, son entraîneur a l'air de dire « OK les gars, faut faire avec le garçon. Visiblement, il ne sera pas viré. » Et on ne sait pas s'il sera là l'année prochaine, mais visiblement, il ne va pas être viré. Donc, on va jouer pour nous. On va serrer les coudes. Puis nous, on va se faire plaisir. Steph, tu nous parles un petit peu de Fribourg, qui était l'adversaire de Bienne, justement, qui le recevait à la BCF Arena ce samedi. Oui, Fribourg-Gotteron, voilà, un seul match, presque en pause. Ils ont donné un match en 2 semaines. Il n'a pas joué la semaine passée, un match, puis ça va aller au 21 décembre. L'affaire est belle. Un match, une défaite. Fribourg a pas joué un très bon match. D'ailleurs, Christian Dubé était pas très content de son équipe. Il a vu le même match que nous. On est toujours rassurés quand nous, on dit que Fribourg n'a pas été très bon, puis que le coach dit après, au moins, on a vu le même match. On connaît ça un peu. Mais c'est vrai qu'au premier tiers, je ne sais pas si c'est Bienne qui a mis Fribourg dans ses petites godasses, mais en tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup d'erreurs, de revirements, de turnover, de giveaway. Ça, c'est quand on donne le puck à l'adversaire, des mauvaises exécutions. Honnêtement, n'eût été de Béra. C'est 3-4-0 en première période, il n'y a rien à dire pour Bienne. Bienne a eu des grosses chances de marquer. Pas beaucoup de shoots, mais des grosses chances de marquer. Et Fribourg a été nonchalant en phase défensive, pas très bien organisé. Le jeune Strelé a connu un match très, 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 très compliqué. Il se portait à l'attaque. Et là, je n'ai pas compris, moi, dans ce match-là, il y a eu plusieurs mauvais match-ups. On peut dire ce qu'on veut de Matikainen, mais il a réussi à avoir la ligne H2O contre Strelé et Dufner, qui était la 3e paire derrière ce match-là. Et il y a eu plusieurs grosses occasions, des buts marqués contre Strelé et Dufner, qui étaient clairement les défenseurs 5 et 6. Comment tu peux à la maison... Ça se peut que tu te fasses prendre des changements volants, mais que tu te fasses prendre aussi régulièrement durant le match. Moi, je ne peux pas comprendre ça. C'est peut-être là le manque de profondeur qu'on avait parfois évoqué dans l'effectif fribourgeois. Il manque Diaz, il manque Souter. Clairement, ça fait une paire de plus. Certainement qu'on n'aurait pas retrouvé Dufner dans un rôle aussi avancé dans l'alignement. Strelé identique.
je pense que c'est une explication de ce qui n'a pas bien marché, on va dire comme ça. C'était pas la cata non plus qu'a proposé Fribourg. C'était pas un naufrage, ils ont quand même marqué un point. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, quoi. Les occasions pour Bienne de tuer le match dans le premier tiers, dans le troisième tiers, elles ont été là. Fribourg a sauvé son match avec un bon deuxième tiers et ses supériorités numériques, 2 sur 3 en powerplay, c'est un excellent pourcentage. Mais sinon, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'éléments positifs à retirer de ce match-là. Mais une fois de plus, on en revient à cette profondeur qui manque à Fribourg. Et dès que vous avez 2 absences comme ça en défense, c'est très, très lourd à porter. Ils ont été épargnés par les blessures ces dernières années. Sous l'ère Dubé, depuis l'entraîneur, il n'y a pas eu de grosses blessures. Évidemment, on attribue ça peut-être à la nouvelle condition physique au niveau conditioning trainer, mais il y a eu de la chance. Et si ça se met à débouler, effectivement, on voit la peu de profondeur. Tu as raison, Régis. Ça reste que c'est ce qui ressort du chat. Aussi, Mélanie, notre ancienne collègue, qui nous demandait ça. Régis, tu as répondu. Et de dire peut-être que Fribourg se repose peut-être plus sur son talent ces derniers matchs que vraiment un effort. Parce que même quand on voit la patinoire, on nous dit « Ouais, mais ça va aller mieux parce que les joueurs ont recommencé à travailler fort à l'entraînement. » C'est quand même assez incroyable que ce genre de propos... Ça veut dire que jusqu'à maintenant, ils n'en ont pas foutu une, quoi. C'est pas dire qu'ils n'en ont pas foutu une, mais peut-être qu'après ce début de saison stratosphérique, c'est le corps humain, c'est le subconscient qui se dit on peut travailler peut-être un petit peu moins. De toute façon, vu le début de saison, tout nous réussit, tout va continuer à nous réussir. On s'entend qu'en début de saison, ils étaient un peu au-dessus de leur tête. Ils étaient vraiment impressionnants. Borgman, c'est 14 points, 14 matchs. Depuis ce temps-là, je pense qu'il a fait 3 points. Il est beaucoup moins présent dans la phase offensive. 23 matchs. Ouais. Donc, c'est beaucoup. Ouais, c'est exactement comme tu dis, c'est pas terrible. Berchi aussi. Berchi sur le courant alternatif. Berchi, en début de saison, il volait sur la glace. Je pense qu'il a marqué 7 buts à ses 9 premiers matchs, une dizaine de points. Depuis ce temps-là, il a marqué 2 buts, je pense, dans les 21 derniers. Il a obtenu des assists, mais souvent des deuxièmes assists sur le powerplay. Elle compte quand même, évidemment. Mais Berchi n'est pas à l'ombre de lui-même. Il n'est pas la locomotive qui peut être. De temps en temps, tu as des flashs de lui. Et tu le remarques, ce gars-là, parce qu'il va vite. Mais le fond de jeu de Christophe Berchi n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre de lui et pas à la hauteur de ce qu'on lui a donné aussi comme condition salariale. On s'entend, on a fait de lui le leader suisse de cette équipe-là, le successeur de Julien Sprunger. Dans la phase offensive, il ne sera jamais un Julien Sprunger, ça je peux vous le garantir. C'est un gars qui va frapper plus, par contre, qui va amener plus d'énergie, qui est plus fatigant à jouer contre qu'un Julien Sprunger. Sauf qu'il reste quand même que Berchi, bon an, mal an, Berchi, tu peux faire ce que tu veux, c'est une trentaine de points par année. Les gars, c'est pas un gars d'un point par match, c'est pas un gars hyper dominant offensif. Il y a quand même des lacunes dans son jeu. Et là, ça paraît, parce que Sorensen, la ligne de Sorensen, Walmart n'a pas des tonnes de points, mais on s'entend qu'il est assez utile aussi, même s'il n'est pas tout transparent de temps en temps. Et là, il y a quelqu'un qui doit... Sorensen ne peut pas tout faire non plus. Là. Non, c'est sûr. Régis, je vais te poser... finalement ce que dit Simon Misitrano dans le chat, qui est un supporter de Fribourg-Gotteron. On est dans le dur, en parlant de Fribourg-Gotteron, finalement au bon moment. Tu es d'accord avec ça? Oui, clairement. J'aime bien. Il ne joue carrément pas au mois de décembre, il joue tellement peu de matchs. Autant l'être maintenant qu'au mois d'octobre. Ça, c'est sûr, s'il doit y avoir une mauvaise période. Mais moi, je pense que c'est clairement un peu un retour de flamme. Il y a tellement tout qui réussissait au mois en septembre, octobre. Il y a eu cette série de 18 matchs, 15 victoires. Ouais. Logiquement, je pense... On se posait même plus la question s'ils allaient gagner, c'est combien ils vont gagner. C'est ça. Oui, c'était vraiment ça à une époque. Donc je pense que logiquement, il y a un moment donné où les joueurs ils ont été un tout petit peu moins impliqués aux entraînements, entre l'impact sur la tête, physiquement, peut-être qu'ils ont eu besoin aussi un peu de souffler, puisqu'on rappelle, ils n'ont pas un effectif pour faire des rotations avec 5 lignes. Mais très honnêtement, entre nous, on en parle et on s'est dit à un moment donné, ça ne peut pas continuer. Il y aura un retour de bâton. On en discutait entre nous à l'interne. Là, il n'y a pas de surprise, vraiment. Mais là, et c'est vrai, autant être dans le creux maintenant qu'au mois de janvier. Tant qu'à faire, oui, mais je ne suis pas sûr qu'on peut contrôler ça. Mais les joueurs suisses de Fribourg-Gotteron, messieurs, m'inquiètent un peu. Lamarchand a été secoué samedi soir. Mauvaise chute. Je pense qu'il y avait il n'y avait pas de pénalité là-dessus, mais il s'est tapé la tête contre la bande. On verra quelles seront les nouvelles dans son cas. Kylian Motet était dans le doghouse, comme on appelle, dans la niche du chien de l'entraîneur. Là. Donc, au début de la saison, il revient, il marque un beau but samedi, mais il ne connaît pas la meilleure saison. Julien,
Julien, ça baisse d'année en année. Sandro Schmidt, les gars, il n'avait pas une grosse saison, là. Et Sandro Schmidt, souvenez-vous, il jouait avec Di Domenico, Sprunger, il y a 2 ans, il faisait des points, équipe nationale. Là, il a été convoqué aussi, Sandro Schmidt. Là, donc là, on pointe souvent du doigt les entraîneurs au Berchi, les étrangers au Berchi, mais là, les joueurs suisses, cette année, là, Walser tire son épingle du jeu. Jorg n'est pas beaucoup utilisé. J'aime bien le travail de Bineas quand il est aligné Bikov sur le 4e bloc, mais là, il n'y a pas beaucoup de profondeur, mais les joueurs de profondeur, il faut qu'ils fassent leur job, là. Steph, je te laisse la parole parce qu'il y a Lucas Faton qui parle d'un geste de Reto Berra à la mi-match sur Luca Conti pour remettre en contexte. Le joueur de Bienne passe derrière le but et Berra, avec sa crosse, vient lui donner un gros slash sur les côtes et tout. Ton avis, les arbitres l'ont pas vu. Les arbitres l'ont pas vu, j'en ai pas entendu parler. Il n'y a pas eu gros bruit là autour. Donc, normalement, il n'y a pas eu gros bruit, normalement, s'il y a un slash comme ça qui mériterait une 5 minutes plus méconduite pour le match éventuel, les arbitres, dans leur rapport, sont tenus de le signaler. Visiblement, ou ça n'a pas été signalé, je peux m'informer si ça a été signalé ou non, ou on a décidé que ces images n'étaient pas assez claires pour donner un 5 minutes, et puis on sait que Kunti dans l'enchaînement a été pénalisé, donc des fois, des petits détails qui peuvent faire toute la différence. Ça, c'est des sautes d'humeur de M. Berra. Et on n'a pas besoin de ça à Fribourg. Hein. Non. Donc, mais parce qu'il a été bon dans l'ensemble samedi. Lui il fait une super saison à part ça, Berra, et c'est clair qu'il est en proie des fois à avoir des sautes d'humeur, et ce slash... Je suis surpris là, qu'il n'y a pas de... Mais on peut parler du juge aussi, où on attend quand je veux parler d'Ajoie. Parce que là, il commence à m'énerver pas mal. Non, mais on va en parler puisqu'on va parler de Bienne et Fribourg. Vendredi, il y a eu une 5 minutes à Tristan Chervet, le match à Bienne. Donc, Chervet... Je savais qu'il allait arriver sur le thème, 5 minutes. Pour moi, pour une fois, c'est accidentel. On peut-tu le défendre, le pauvre Chervet? Franchement, c'est un peu accidentel. Il fait le reverse check, puis le coude arrive malencontreusement dans la face de Kessler. 5 minutes, je peux vivre avec parce que c'était assez violent. Sans mes conduites pour le match, je trouvais que c'était une bonne sanction entre deux. L'air de dire, c'est quand même assez violent. Kessler a été touché, mais il y a un côté vraiment accidentel là-dedans. Mais certaines méchantes langues diront que Kessler est allé s'écraser le nez contre le coude de Chervet. Mais là, samedi soir, à Zurich, il y a eu exactement, mais quasiment du copier-coller à 95%. Grant, coup de coude au visage, de la même façon, même endroit, sur De Vos. De Vos, en entrevue, le pauvre, en plus de ses dents, il avait le nez en biseau. Il saignait du nez sur le banc. Il n'y a même pas eu une pénalité sur le match. Donc, les arbitres n'ont pas vu, ils ne sont même pas à la vidéo. De Vos, c'est pas un pleurnichard, donc il n'est pas allé vers les arbitres. Et il n'y a aucune sanction qui a été donnée contre Grant. Excusez-moi, c'est un copier-coller. Le vendredi, j'ai déjà trouvé ça sévère contre Chervet. Le samedi, il y a la même chose, puis on ne donne rien. Là, ils sont dans le champ, encore une fois, mais dans le champ total. Puis là, Berra, le slash a passé à l'as tout à coup. Moi, tu veux te planifier là sur la thématique, Régis, ou on avance? Alors, je peux que rejoindre Stéphane. Après, on s'étonne qu'on a des théories du complot qui viennent, que Zurich, tout le monde veut leur donner le titre. Ils n'ont même pas besoin de jouer. Quand on voit ça, forcément, ça alimente ce genre de là, c'est Berne vendredi, etc. Mais je veux dire, c'est honnêtement, là, c'est parce que là, si tu vas sévèrement contre Chervet vendredi, elle pligne la même ligne le samedi soir. Peut-être qu'il dimanche, il faisait assez beau. Peut-être que le juge est allé skier finalement. Je ne sais pas. Mais est-ce que vous êtes surpris à la longue? Est-ce que vous êtes surpris? Non, ça m'énerve. Tu as l'air toujours étonné, mais au final... Non, au bout d'un moment, nous, on voit tous les matchs passer. Moi, c'est mon job. Je suis sur tous les plateaux. Je vois tous les highlights, tous les mauvais coups. On les voit passer. À part les matchs décalés, peut-être qu'on peut en manquer un. On arrive à avoir une ligne pour comparer. Mais lui, il fait quoi? Il regarde... Voilà. Est-ce que les arbitres ont dit... OK, parce qu'il y a certains arbitres, quand ils ratent un truc, ils s'en vantent pas. Mais évidemment, quand tu rates un truc, tu n'as pas au PSO, puis le gars est suspendu, ça te fait mal paraître. Les gars, vous étiez 4, il n'y a pas un con qui l'a vu. Comme l'histoire de Simic. C'était la charge de Simic sur Gross. Ça a été signalé, mais il y a encore des arbitres qui me disent qu'il n'y avait rien. Là, je parce qu'il n'était pas vulnérable, Gross était supposé se protéger. Bon, bref. Voilà, donc il y a des arbitres qui ne signalent pas trop leur truc parce que ça les fait mal paraître. Mais là, à un moment donné, il y a... il n'y a pas que leur place en jeu aussi, c'est la santé des joueurs aussi au final. Parce qu'il y a des clubs qui signalent tout de suite. Le club adverse, moi, à Joie, il y a quelqu'un, Vauclair, as-tu téléphoné à quelqu'un et dit « Hey,
Vous avez vu ça, là? Notre gars, il a le nez... à un moment donné, il faut mettre la pression, appuyer sur les bons boutons pour attirer l'attention. Bon, Stéphane, moi j'ai envie de te dire que dans la peau d'Ajoie, si, admettons, Grant est rattrapé par la patrouille et on dit maintenant il est suspendu 3 matchs, ça leur fait une belle jambe. Ça leur fait une belle jambe et puis ça va renforcer les adversaires quand ils joueront contre Zurich. Donc finalement, s'il n'est pas puni contre nous, mais bon, à Ajoie, c'est pas la première fois que ça leur arrive. C'est plusieurs fois qu'ils sont agacés sur le moment même parce que c'était déjà une fois à Berne où il n'y avait pas eu de sanction, je me souviens et tout. Donc ça commence à agacer. C'est 1-1 le match, 1-1 jusqu'à 12 secondes de la fin. Donc si tu donnes 5 minutes à Grant, c'est 5 minutes de powerplay, il me semble, non? C'est incompressible, ça. C'est ça le problème. C'est qu'après coup, ça sert peut-être à rien d'aller pleurer pour dire regardez ça, mais c'est que sur le moment, les arbitres doivent aussi prendre leurs décisions. Scandale, les gars. Scandale. Je vais te donner ton petit comprimé, Stéphane, comme d'habitude. Tu vas revenir tranquille sur une semaine de pause et nous, on parle du Lausanne Hockey Club. Avec un week-end à 2 points pour les Lausannois. Ça avait commencé vendredi entre l'équipe en forme qui accueille l'équipe qui est en crise. Qu'est-ce qui se passe? La loi de la moyenne s'est appliquée. Voilà, c'est l'équipe en crise qui vient s'imposer 4-2 à la Vaudoise Arena. Le coup d'arrêt pour les Lausannois qui étaient bien pendant les 40 premières minutes de jeu mais qui n'ont pas pu et su gagner ce match. Et le lendemain, réaction dans un match, on va dire, assez donnant, haletant entre Ambry et Lausanne avec une victoire au tir au but. Stéphane, c'est un retour à la normale là, pour le Lausanne Hockey Club, à part cette super période qu'ils ont connue. Il y avait 9 victoires en 10 matchs. Ils n'ont pas forcément mal joué. Ils ont largement dominé leur adversaire vendredi dans le deuxième tiers. Ils auraient dû mettre le 3 et le 4-1, évidemment, et ils ne l'ont pas fait. Et ça leur est revenu en pleine figure. On sentait ça un petit peu en orage. Rapperswil. Et Rapperswil a le numéro de Lausanne cette année. C'est 3 victoires. Donc, c'est la bête noire de Lausanne, c'est Rapperswil. Et Rapperswil se remet toujours en piste avec Lausanne. Et puis samedi, un match, c'est jamais facile d'aller gagner à Ambry, on le sait. Ça restera. Victoire, Ambry a joué un bon match, qui avait mis Spacek de côté. D'ailleurs, il y a des rumeurs, Spacek qui l'envoie du côté de Régis Lugano. Donc Spacek est mis de côté, de l'étranger, on s'entend qu'il est très percutant, mis de côté par les entraîneurs. Il avait commis une petite gaffe. Il a fait une petite gaffe à jouer vendredi soir. Peut-être c'est ça. Ouais. Donc, pari risqué quand même pour les entraîneurs. Et là, il serait peut-être sur le départ. Donc, imaginez si on annonce un joueur d'Ambry qui part en saison. Avant encore 2 derbys qui doivent se jouer. Scandale. Le top scorer. Ça, c'est toujours des coups fumants que une équipe aime bien faire à l'autre, forcément. Ouais. Et puis samedi, du côté de Lausanne, on a laissé Appala de côté. Appala a fait une petite connerie aussi vendredi soir. A fait une passe à l'aveuglette dans sa propre zone de défense. Puis l'aveuglette n'était pas sur la glace à ce moment-là, donc il n'a pas pu attraper la passe. Pas de l'aveuglette. Et puis Appala, donc c'était l'occasion peut-être pour le coach Ward de remettre Kovacs à place d'Appala. Moi, je suis surpris que Salomaki ne passe pas son tour de temps en temps, mais je sens un petit faible pour Ward envers Salomaki parce qu'il y a 4 contre 5 énergie. C'est ce que nous dit Fabrice Régis dans le chat. Appala vs Kovac vs Salomaki. Quel choix finalement doit avoir Ward dans sa vision peut-être de l'effectif en ce moment? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire doit jouer comme ça, mais il est clair qu'il peut difficilement en écarter un durablement. Il doit les maintenir tous un petit peu dans le rythme. Mais c'est vrai que quand on voit le tournus, on se dit qu'il y en a un qui doit avoir une préférence dans le style de jeu, et c'est pas forcément le plus spectaculaire d'entre eux, c'est Salomaki visiblement. Moi, je tiens quand même à mettre en avant sur Lausanne la qualité des tireurs de pénalty depuis le début de la saison, parce qu'à Ambry, c'était 3 sur 4, si je dis pas de bêtises. Il y avait déjà eu une victoire à Zurich au pénalty, c'était 2 sur 3. Ouais. Il y a des sacrés artilleurs. Ria a 2 pénaltys depuis le début de la saison, il les marque les 2. Je pense qu'il devrait aller s'inspirer pas mal les autres équipes de ce qu'ils font à Lausanne. Je sais pas quelle est la recette. J'ai cru que tu allais nous dire que Lausanne devait jouer jusqu'à 65 minutes à chaque fois pour gagner. Quand tu arrives en prolongation, si on garde le puck pendant 5 minutes, on attend au pénalty, on est sûr de gagner. C'est ça. Donc si c'était si facile, ça serait. Moi, j'ai été surpris du choix des gardiens ce week-end. Évidemment, c'est toujours facile à dire après. J'aurais mis, moi, Pounenovs à la maison vendredi. Comme ça, je sais pas. Puis plutôt Pache à Ambry samedi, parce que souvenez-vous que Pounenovs
lors du premier match à Ambry, avait encaissé 3 buts qu'il n'aurait pas dû encaisser. Lausanne menait 4-1, ils ont perdu 5-4 finalement. Donc Poulenov, c'était dans sa phase où il a coûté des matchs au LHC, où ça n'allait pas du tout. Et je l'aurais mis vendredi à la maison plutôt, et j'aurais mis Pache ce samedi. Évidemment, c'est facile à dire après, puis on ne sait pas ce que ça aurait donné. Je te l'ai dit avant, Stéphane, je pense que Ward essaye de redonner sa confiance max à Poulenov, parce que ça s'était pas bien passé contre Zouk, il l'avait titularisé contre Zouk, ça s'était bien passé. C'était pas bien passé contre Ambry, il lui redonne sa confiance, il a l'occasion de se racheter, et puis ça se passe bien au final. Donc tu récupères aussi Poulenov, c'était sur le point d'avoir un Hughes qui revient bientôt au jeu, tu auras l'embarras du choix, et finalement le cas Poulenov, ce qui était quand même compliqué pendant un bon moment, n'en est plus un. Exact. Bon, Poulenov, il a été correct là samedi, visiblement, ce que j'ai vu, les buts, il n'y avait pas de responsabilité sur les buts. Et il gagne au tir au but, donc il a fait des arrêts, forcément. Mais est-ce qu'on peut parler aussi d'un autre scandale? Le coup dans le match de rapport. Moi, je n'avais pas vu ce coup de patin. Quelqu'un m'a écrit Furk, le coup de patin sur Pilot. C'est, messieurs, le geste le plus dangereux, le plus inconscient, le plus débile, le plus stupide que j'ai pas vu. C'est un geste réflexe. Évidemment, c'était pas prémédité, etc. C'est un geste réflexe pour repousser son adversaire frustré un peu, mais il repousse son adversaire avec le patin à la hauteur de la tête et du cou. Pour moi, c'est le geste le plus dangereux au hockey. Il n'y a rien de pire que ça. Surtout dans la situation actuelle de ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Oui, où on a fait un certain focus. Pilot porte le protège-cou. C'est un des seuls à Lausanne qui l'a remis d'ailleurs. C'est pas le protège-cou qui l'a sauvé. C'est un peu la chance. Il a été un peu égratigné sur le menton. Mais il aurait pu avoir le nez coupé, la tronche de 25 points de suture en plein pied, en plein visage. Et puis, évidemment, on pense toujours au pire avec le coup. Mais c'est le geste, pour moi, le plus dangereux que j'ai eu l'occasion de voir. Et je pense que ça mérite une sanction exemplaire. Ça mérite 2 matchs, en tout cas. Combien? Non, mais je suis d'accord. J'ai compris 2 C'est de l'ironie. C'est de l'ironie parce que j'ai ajusté mon appareil. Il en a pris conscience tout de suite. Il allait s'excuser. Il en a remis une couche dans les médias et tout. Donc, c'est 2 à 3 matchs. Ouais, c'est comme si tu tentes de donner un coup de couteau à quelqu'un dans ta cuisine parce que tu es fâché. Et puis finalement, tu dis, je m'excuse, c'est pas ça que je voulais faire. Non, mais pour moi, je suis juge aujourd'hui. Et ça n'a pas eu l'air de faire grand état de l'autre côté de la Sarine, là, du côté suisse-allemand. Je ne sais pas. Bon, c'est Rapperswil, c'est pas un club très porteur. C'était un match à Lausanne avant un petit vendredi soir. Je sais que Timo Ebling, sur le plateau de MySports suisse-allemand, était choqué, comme moi je l'étais, comme nous on l'était. Moi, je pense que on s'entend que Dauphin, c'était vraiment pas assez, parce que c'était très dangereux, mais ça, c'est encore une coche au-dessus. On le rappelle. 4 matchs. Il aurait dû avoir 7-8 pour moi. Sûr. Et puis, je pense, moi, si je suis juge unique, je pense que c'est fin de saison. Moi, je dis peut-être, écoute, on te remercie d'être venu. 10 matchs minimum 10 à 15 matchs. Écoute, tu peux pas. Non, tu peux pas. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Si tu excuses ça, c'est qu'à chaque fois, les gars, tu peux repousser ton adversaire avec un patin. Et puis, c'est mais... En 10 matchs et fin de saison, Stéphane, il y a quand même il y a 10 matchs de différence. Il reste 20 matchs. Playoff compris, fin de saison et tout, c'est quand même beaucoup. Donc, peut-être déjà d'y aller avec un nombre de matchs de suspension plus haut que ce qui se fait de ces dernières décisions. Et puis en faire un exemple finalement, parce que on veut pas revoir ça. Qui lui touche la gorge ou qui lui touche même la joue, il a 50 points de suture. C'est la même chose. Et puis finalement, il peut pas rejouer pendant un moment. Il est gêné par ça. Peut-être que ça aurait été plus choquant, puis peut-être que les gens auraient réagi, etc. C'est parce que là, finalement, il l'a un peu loupé. Heureusement, le Pilot s'est retiré. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut parler de la décision des arbitres sur la glace? Il y a un juge de ligne qui est juste à côté. Peut-être qu'il est trop près et qu'il s'enlève de la scène pour bien juger. Mais les 3 autres... C'est plus dur peut-être parce que tu dis, est-ce qu'il a vraiment fait exprès? Est-ce qu'il voulait se revoir, etc. Nous, à la télé, on l'a vu 4-5 fois. Mais tout le monde qui l'a vu, dans le milieu à qui j'ai parlé, tout le monde a dit, Steph, ça, c'est pas accidentel. Évidemment, c'est un moment de folie de 2 secondes, une réaction stupide. Sauf que c'est comme quand tu donnes un coup de canne, c'est une réaction stupide qui dure 2 secondes. C'est une réaction épidermique. Et là, j'espère, messieurs. Je l'attends avec impatience. Ça prend toujours du temps. C'est quand même assez fou. Là, on va profiter peut-être d'un mercredi ou jeudi soir pour communiquer cette semaine quand il n'y a pas eu de match. En fin de journée, quand les gens de rédaction seront partis. Ils vont communiquer à 1 heure avant le début du match de l'équipe de Suisse. Exact, personne ne m'en parle. Jeudi ou samedi. Quand il y aura une autre actualité, c'est clair. Exactement. On connaît la tactique. Autre point, avant de clore, parce qu'on va continuer d'avancer. Sportivement, Régis, Lausanne, c'est quand même parti dans le bon wagon maintenant.
Bah, on a l'impression que les pièces se sont mises en place, le puzzle est bien, bien en place même, et franchement, il n'y a pas de raison que tout d'un coup ça reparte du mauvais côté. J'ai envie de dire, il y a eu une petite passe compliquée en octobre, fin octobre là. Maintenant, bah, ouais, je ne saurais pas dire un secteur de jeu qui cloche à Lausanne actuellement. Donc, je me dis que c'est une équipe qui tourne, un coach qui sait où il va, qui a trouvé à peu près ses options, qui a trouvé les joueurs pour les mettre dans les bonnes cases. Ça joue aussi, on le sait, au poste de gardien. Et visiblement, là, ben, on est très loin d'avoir un problème. On a bientôt un problème de riche. Bien Donc, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher Lausanne de terminer, j'ai envie de dire, dans les 4 premiers du championnat. Oh, tu mets la pression, toi, 4 premiers. C'est un coup de pression. Je pense qu'ils sont top 6, ils sont déjà bien contents de prendre ce côté-là par rapport aux dernières années qui se sont passées. Je les vois commencer à domicile, les playoffs. Oui, vous avez fini 4e il y a quoi, 2 ans? L'année de Malguine, c'est il y a 2 ou 3 ans, les gars? 3 ans, je pense. L'année passée, c'était Qatar. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était 6e avec Sequoia avec Bian, mais ça joue au match. Il avait joué un match de moins. On a fait la moyenne. Ils ont fini 7e. C'est l'année de Barbery au 4e. Ouais. Ouais. Allez, on parle maintenant d'une équipe qui, elle, a vécu un week-end décevant, voire peut-être même frustrant. Ah oui, du côté d'Ajoie, c'est vrai que ça va pas fort, il faut le dire. Hein. Depuis la pause de novembre, il y a pas vraiment de match référence. Il y a quelques points arrachés par-ci, par-là, mais c'est compliqué. Je trouve que dans le jeu, il y a peu de moments où l'équipe arrive à retrouver un peu cette folie aussi qu'il y avait avant la pause de novembre. On rappelle qu'il y a eu une série où ils ont comptabilisé 6 matchs consécutivement. Et puis là, depuis le retour de la dernière pause internationale, bah, l'équipe n'a pas retrouvé le rythme. Elle a encaissé beaucoup de buts. Et je dirais plus que sur le fait que les résultats ne sont pas là, c'est surtout la manière dont elle joue actuellement qui est vraiment décevant. Face à Ambry, tout le monde était conscient qu'après une semaine sans match, il fallait jouer fort, fallait venir fort. Le premier tiers-temps a été complètement raté. Il y a eu un deuxième tiers-temps plus que correct, mais après plus grand-chose. Le lendemain à Zurich, c'est pas le même match parce qu'on a un adversaire qui est tellement fort que l'équipe doit défendre. Elle le fait plutôt bien. Sur ce match-là, c'est plutôt rassurant. Mais quand elle doit gagner, parce qu'à Zurich, ça aurait été un gros bonus de prendre ne serait-ce qu'un point, et peut-être que ça aurait été pas volé par rapport à ce qu'elle a produit. Mais je veux dire, c'est pas dans ce genre de match-là qu'on attend Ajoie. C'est la veille face à Ambry, et pas jouer 20 minutes, mais jouer 60 minutes. Et David, tu étais au match, je t'y ai vu. Toi, tu ne l'as pas commenté, tu l'as peut-être apprécié encore plus que moi. Tu t'es caché. Je me balade, il faut aller superviser. Et pour être au taquet pour overtime, il faut un petit peu aller voir des matchs. Il allait espionner, les gars. Non, mais au dernier tiers, il a entièrement. Elle était menée 2-1, on attendait à ce que ça vienne fort, qu'il y ait quelque chose. Mais non, et puis elle n'est pas là. Il n'y a pas l'excuse de dire ils ont joué 3 matchs en 4 jours, ils sont fatigués et tout. Non, là, moi, il y a ça. Il y a ce point-là. Il y a le 3e tiers, Régis, je suis d'accord, où tu es mené d'un but à la maison et tu dois pouvoir emballer ce match, embarquer le public dans cette folie sur la glace et pouvoir retourner cette situation, parce que Ambry avait fait le nécessaire dans la première période mais n'avait rien d'étincelant ce soir-là et était clairement à disposition des Jurassiens pour signer la victoire et retourner ça. Et moi, ce qui me dérange plus, c'est ces entames de match. On a l'impression qu'on entre sur la glace pas pour gagner mais pour pas perdre le match déjà, parce qu'on se dit les 20 premières minutes, on y va tranquille, on fait le système, on respecte, on est défensif, et puis on regarde où on en est après. Et puis souvent, et c'était le cas vendredi contre Ambry, il y a déjà 2 buts d'avance pour l'adversaire, parce qu'il y a eu des fautes qui ont conduit à des powerplays. Ambry, c'est quand même redoutable en powerplay, et puis que Tchatcho ou Wolf ne peuvent pas tout repousser non plus. Et on se retrouve avec ce constat que maintenant, on doit pédaler dans le yogourt pour rattraper un petit peu le résultat. Et c'est vrai que ces matchs, on les cible peut-être pas bien. C'est bien d'être encore en contact contre Zurich à 12 secondes de la fin, mais s'il avait fallu faire des points, et je te rejoins Régis, c'est peut-être déjà le vendredi contre Ambry à la maison pour essayer de trouver un petit peu de constance dans les résultats et dans les points qui sont effectués. Moi les gars, je veux pas être, encore une fois, quand on me parle de la joie, on peut le tourner dans tous les sens, début de match, fin de match, on peut mériter mieux à Zurich, etc. Mais à la fin de la journée, les gars, ils sont moins bons. Je veux dire, ils sont moins bons que la majorité des autres équipes sur le papier. Et au bout d'un moment, ça te rattrape. Si tu n'as pas une performance hors norme du gardien, si tu n'as pas un peu de réussite en attaque, supériorité numérique,
tout est compliqué. À la fin, on peut pas... Après ça, c'est pas une raison de dire on doit pas travailler. Vous semblez dire, moi j'ai moins suivi les matchs, mais vous semblez dire que le travail n'était pas là. Au bout d'un moment, les gars, il y a aussi surtout au premier tiers. L'aspect mental, mais à la fin de la journée, ils sont moins bons dans tous les domaines, à tous les points de vue. Le seul point positif que j'aimerais soulever ce week-end, c'est que DeVos et Asselin ont été alignés. Eux qui avaient été écartés, souvenez-vous, de l'entraînement. Ils n'en s'entraînaient plus avec l'équipe. Et que DeVos a marqué. Et que DeVos a marqué son premier but dans les 36 derniers matchs. On est content pour lui parce que DeVos, c'est pas triste. On s'entend sur un hockeyeur qui est payé pour faire ce qu'il fait. Puis il a eu une belle carrière jusqu'à maintenant. Mais pour les services rendus à Porrentruy, pour l'ensemble de son œuvre, à la patrie dans le Jura, son importance aussi dans la promotion, etc., peut-être qu'il mériterait d'être traité un petit peu mieux. Asselin nous a quand même marqué 18 buts l'année passée, même s'il a été ralenti par les blessures, etc. Est-ce qu'il mérite ce traitement-là? Après, comme notre futur ex-chef dit, le mérite n'a rien à voir là-dedans, sauf qu'il y a une question de respect dans le traitement, etc., d'être écarté de l'entraînement avec l'équipe parce que tu es étranger surnuméraire. Je pense pas que c'est une bonne façon de gérer. On peut discuter de ça aussi. Mais ultimement, à toutes les semaines, je vous entends, quand je suis là aussi, on tourne ça dans tous les sens, mais à la fin de la journée, ils sont moins bons, les gars. Ça va être compliqué tout le temps. On a eu cette embellie de 6 matchs qui ont laissé croire que le HC Ajoie avait vraiment bien lancé sa saison et tout, puis que cette pause de novembre a marqué un arrêt. Peut-être que cette pause de décembre va marquer la volonté de rallumer le moteur et de repartir... Bon, il y aura que 3 matchs entre Noël et avant Noël, mais voilà. J'ai aussi l'impression qu'il y a eu un effet Timashov qui est pas passé comme ça, comme chat sur braise quand il est arrivé. Il a marqué tout de suite, il a mis des points et tout. Et là, ça fait 6 matchs, 0. En plus, seulement il ne marque plus, mais il coûte. Parce que défensivement, c'est pas sa tasse de thé. Il prend trop de risques. Porte beaucoup le puck. Encore à Zurich, c'est lui qui abandonne le puck en fond de territoire. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire quand on a à 20 secondes de la sirène. Et je sais pas s'il a paniqué, qu'il a mis ce puck en fond en se disant au moins je le mets derrière le but adverse. On fait pas la couille. Mais excusez-moi, mais ça change aussi si on a un joueur comme lui qui met des buts, qui met des points, et puis tout d'un coup, est à nouveau en train de... Certains diront de se mettre au niveau de l'équipe. C'est un peu dur comme constat, mais il y a un peu de ça quand même parce que il a flambé, il a littéralement tout écrasé pendant 5-6 matchs, 7 points il a. Et depuis, il fait plus grand-chose. Et dans le sillage, Ajoie marque plus beaucoup de points, quoi. C'est ça. En tout cas, il faut retrouver de la folie, de l'envie, des buts pour le HC Ajoie pour être prêt finalement au moment où ils sont prédestinés en fin de saison à être là et puis à pas vivre les cauchemars de la saison dernière. L'objectif d'Ajoie, c'est de gagner le dernier match de la saison, les gars. C'est simple. Oui, mais peut-être que... mais c'est ça. Je veux dire, à la fin de la journée, évidemment... La nouvelle de Chaux-de-Fonds, les gars, à part ça... Oui. Peut-être c'est une bonne nouvelle pour eux. Peut-être qu'ils n'auront pas à se battre pour leur place cette année, étant donné Holton qui dit que financièrement, c'est compliqué, Chaux-de-Fonds qui n'a pas la patinoire. Et parenthèse, à Chaux-de-Fonds, ça va peut-être secouer un peu le monde politique. Moi, je pense qu'Ajoie devrait prêter quelques joueurs à Chaux-de-Fonds maintenant, un peu comme Bienne avait fait quand ils avaient évité le barrage de promotion-relégation contre Ajoie en 2016. Tu laisses sous-entendre que les supporters Ajoulot devront être supporters chaudefonniers pour aller les pousser vers le titre, c'est ça? C'est revenu jusqu'à mes oreilles, on va dire ça. Bon. Allez, nous on passe un peu de kilomètres sur la route et on part en direction de Genève. Genève qui a une bonne semaine. 3 victoires, une victoire en CHL, une très belle victoire en CHL contre les Vacuo Lakers à la maison. Match que j'ai commenté sur place. Ils ont été très très bons, notamment au premier tiers. Ils ont surpris leur adversaire là, du Genève. A fait du Genève des bons moments. Mercredi soir, ensuite on a géré, etc. C'était très très bien ce match-là. Pour leur donner confiance et ça a payé parce qu'on a 2 victoires ce week-end. On a battu Cloton. On a 2 must-win, 2 matchs qu'on ne devait pas échapper si Genève voulait se recoller au top 6. Contre Cloton à la maison, ils l'ont fait, je pense, de façon assez facile. On a marqué quand même pas mal de buts et ils ont allé gagner à Rapperswil. Et on sait que c'est jamais facile d'aller gagner à Rapperswil, surtout le samedi soir. Et puis, non, mais donc ils ont gagné
c'était 2 matchs que t'es coach. Tu dis, moi, sur le papier, on est meilleur que ces 2 équipes-là. Rappersville connaît une saison compliquée. Cloton, il y a eu un changement d'entraîneur, mais à un moment donné, ça revient au naturel et ils ont gagné les matchs qu'ils devaient gagner cette semaine. Ils ont pris l'avion d'ailleurs aujourd'hui pour direction de la Suède où ils joueront demain à Vaquieux. Un match qu'on commentera les deux d'ailleurs, Régis, depuis Recense. Mais Genève, écoutez, il faut construire sur du positif. Là, il y a une tuile par contre, c'est les gardiens. Gauthier Desclous légèrement touché, n'était pas aligné vendredi. Il y avait un gardien junior élite qui était backup. Maillère reçoit un puck à un moment donné en début de match dans le masque, qui continue le match. Tout à coup, il rate un puck, il prend un softie, un tir de la ligne bleue, il passe à côté du puck. Sans des étourdissements. Et puis, il va au banc, change, et puis c'est le junior élite qui est rentré en cours de match. Son nom m'échappe, là, c'est un nom... Jaffry. Comment? Nassim Jaffry. Voilà, donc il est rentré pour la première fois, donc saluons le premier apparition d'un jeune Genevois. Disons qu'ils auraient dû gagner ce match très facilement à Genève et qu'ils se le sont compliqués dû cette situation. C'est ce que Rod nous disait après-match, on aurait pu... Voilà, mais victoire quand même, donc 2 victoires ce week-end. Donc je pense que du côté de Genève, on peut construire là-dessus. Même s'il y a beaucoup de joueurs qui sont encore... Moi, ce Genève-là, cette année, à part Vatanen... On sent Rod là, qui, dans ces derniers temps, qui veut donner de l'impulsion, mais il n'y a pas énormément de réussite. Pour Rod. Artikainen peut-être un peu plus concerné sur ce week-end, si tu veux pas pointer du doigt. Si on ne prend pas l'ensemble de la saison, si on regarde sur le court terme, peut-être quelque chose d'intéressant pour Artikainen tout à coup qui se réveille, il a perdu les kilos en trop des voyages de pêche de cet été. Ça fait un moment que je le trouve bien fit. Moi, je trouve que... à Genève, je pense que Gauchi doit quand même se poser des questions. C'était des paris de garder Winnick et Phil Poula pour une année de plus. Et les deux ne sont en tout cas pas convaincants, même si ça reste de bons joueurs de hockey. Ils sont nettement en dessous de ce qu'on pourrait attendre ou ce qu'on a vu d'eux ces dernières années. Peut-être l'année de trop dans leur cas. Pouliot fait un bon job sur la carte, mais il récolte tous ses points en PP. Donc, à Genève, Tanner Richard, bon en CHL, mais en championnat, c'est compliqué. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui sont nettement en dessous de leur performance habituelle. Et malgré tout ça, ils sont quand même dans le mix pour finir dans les play-in, pour ne pas dire pré-playoff. C'est ça. Régis, on sait qu'il y a les points qui ont été faits ce week-end, mais se couaquent un petit peu au poste de gardien. On a aussi lu dans les médias maintenant étrangers qui reviennent avec des bruits insistants de la venue toute proche de Jussi Olkinuora en Suisse. Est-ce qu'on doit peut-être faire les traits et l'envoyer à Genève, peut-être dans la situation actuelle? Revenons peut-être chronologiquement. Olkinuora quitte les Pélicans de Lahti, il l'a annoncé, et il a dit qu'elle allait en Suisse. Donc, je ne pense pas qu'il a dit ça pour faire du tourisme. Oui, ou si c'était pour... C'est peut-être juste un escale à Zurich, hein, c'est pas... Marché de Noël. Exactement. Donc, on rapproche les points. On se dit, Genève a vraiment des soucis de gardien cette saison. Clairement, je sens bien que ça peut devenir d'un pélican, ça va passer à un aigle, à mon avis. Je sens assez bien la promotion dans les airs. Il est fort. Ah, c'est voilà, même le lundi matin, là, le Régis. Est-ce qu'il irait pas peut-être à Fribourg aussi, peut-être pour la fin de saison? Non, mais la question... Bon, est-ce que de pélican à dragon? Je sais pas. Hein. on l'a aussi pensé. Mais moi, on a fait la liste. Est-ce qu'il ne sera pas déjà là demain avec eux, tout proche de la Finlande, un petit avion pour aller de l'autre côté? Allez savoir. Hein. Mais Zurich aussi, les gars. Voilà. Zurich, il n'y a que Roubaix. Hein. Le deuxième, c'est pas non plus du 18. C'est un jeune. C'est pas. Zurich va se blinder pour les playoffs. C'est s'il y a un gardien qui est disponible. Zurich. Pour moi, je pense que c'est une destination. Non, moi je pense pas à Olkinuora. Je pense que le gardien est trop haut niveau. C'est un gardien qui peut vraiment être numéro 1. Entre Roubaix et Olkinuora, on est dans le très haut niveau. Là, le gars, si on lui offre beaucoup d'argent pour venir faire 3-4 mois à Zurich au printemps, c'est pas mal. En mars puis en avril, quand il commence à faire soleil au bord du lac de Zurich, c'est agréable. Je suis d'accord avec toi, c'est pas exclu. Non, mais... Olkinuora, c'est le gardien qui aurait dû venir à Bienne. On rappelle pour ceux qui ne suivent pas, et finalement c'était Sateri, et que maintenant, apparemment, son bref passage des émotions en Suisse lui ont donné envie de revenir. Bon,
Voilà, mais moi, j'aimerais quand même rajouter quelque chose. Le franc-suisse est fort aussi, les gars, n'oubliez pas. Oui. Parce que moi qui vais commenter avec toi ce match face à Vecchieux, je m'inquiétais un petit peu de savoir quel serait le gardien quand même demain, puisqu'il n'y avait pas de Desclous, il n'y avait pas de Mayer samedi à Rapperswil. Et tu as fait ton enquête. J'ai passé un coup de fil et il m'a été dit, l'équipe a pris ce matin l'avion avec Desclous. Voilà. Donc Desclous jouera demain, je pense que ça fait guère de doute. Je suis allé voir les compositions d'équipe des joueurs inscrits en CHL à l'heure où je vous parle. Il y a 3 gardiens inscrits et c'est Desclous, Mayer et Jaffry. Donc voilà, demain ça devrait être Desclous devant et logiquement Jaffry, à moins qu'il y ait cette stupéfiante nouvelle quand même qui fera un peu le coup de tonnerre en Suisse, la venue d'Olkinora, mais je suis encore pas sûr quand même, c'était un peu sous forme de boutade que je disais dès demain qualifié en Ligue des Champions. Les paris sont ouverts, les paris sont ouverts. Ouais, c'est intéressant. Mais en tout cas, ce ne sera pas Giovannini, ça c'est sûr, puisque c'est lui qui a défendu la cage à Rapperswil. Lui, il est en pause, il est retourné à Sierre et il est en pause. Et dans la situation actuelle de Genève, avec ce match aller aussi, on ne peut pas se permettre de passer à côté la possibilité d'aller en demi-finale d'une compétition européenne. Tant qu'à être là, ils ont gagné le premier match avec 3 buts d'avance. On sait que s'ils perdent là-bas, faut qu'ils perdent par 4 buts pour que ce soit le Vecchieux qui passe. Donc ils vont là avec c'est comme s'ils partaient le match à 3-0 plus ou moins. Donc c'est confortable. Ils ont pris un petit but en fin de match qui va peut-être à 2 minutes de la fin. C'était 4-0, ils prennent un but à 2 minutes de la fin. J'espère que ce n'est pas ce but-là qui va leur coûter quoi que ce soit, mais je pense qu'ils peuvent aller là en toute confiance. Et on a vu dans ce match-là, j'ai quand même une petite parenthèse parce que on dit souvent que le championnat suisse est un bon championnat et c'est relevé et c'est surtout un championnat où ça patine beaucoup, c'est très rapide. La SHL est peut-être un des meilleurs championnats avec la Suisse en Europe et j'ai vu dans ce match-là la différence de vitesse de jeu. Il faut dire que Genève a été très bon, mais on voit que notre championnat, c'est un championnat rapide par rapport à ces championnats-là. Eux, c'est beaucoup plus à la nord-américaine, ils sont un petit peu plus physiques, etc. Mais la vitesse de jeu, puis Vecchieux, c'est champion de l'année dernière, ils sont 2e cette année, c'est une bonne équipe. Vitesse de jeu, messieurs, j'ai vu une grosse différence entre les deux équipes. Mais c'est aussi pour ça que le championnat de Suisse est devenu une très bonne adresse et que beaucoup de monde vient toquer à la porte pour venir jouer. Puis le franc suisse est fort aussi, il faut le dire. Ça peut aider. Oui. Le taux de charge est intéressant, il faut le dire quand même. Moi, j'aimerais quand même ajouter quelque chose par rapport à ce week-end et ses soucis de gardien. Je trouve que ça a eu une influence plutôt positive sur l'équipe que négative parce que je pense que les joueurs se sont davantage responsabilisés, se sont dit on ne peut pas être impliqué à moitié, là il faut vraiment faire son job, on doit aider notre goalie, ce week-end voilà, on va faire peut-être ce petit pas. Et est-ce que ça peut pas être une forme de déclic et on dira c'est peut-être comme ça qu'on doit être au jour le jour à chaque match et plus seulement par intermittence comme ça a été un peu le cas maintenant. Parce que c'est vrai. Ah oui, on n'a toujours pas vu du Genève. On n'a pas vu le Genève des derniers playoffs. Les 2 finalistes l'année passée, les gars, ils sont dans d'autres, connaissent des saisons compliquées, mais attention parce qu'ils ont quand même des line-up intéressants, même si Winnick, tout à coup, il y a des gars qui peuvent se réveiller. Ça pourrait redistribuer les cartes de fin de saison, tu dis. Pourrait, oui, parce que là, finir premier, n'oubliez pas que si Genève et Bienne finissent dans play-in puis se qualifient 7 et 8, mettons. Mettons que. On dit si mettons que. La boule de cristal. Est-ce que les 2 équipes qui vont finir 1 et 2 ont vraiment envie de calculer pour jouer ces équipes-là? Pas un beau cadeau, là. Non. Hein? Non. Sérieusement, c'est pas un gros cadeau, là. Allez, on arrive. Moi, je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est la parole de la fin. C'est la parole de la fin. Donc voilà, nous arrivons au terme de ce 14e épisode. On a eu beaucoup de plaisir à le passer en votre compagnie. On a répondu à quelques-unes de vos questions. Certaines, des coulées de sources ont développé, bien sûr. Merci à Stéphane et à Régis d'avoir été avec moi aujourd'hui dans cet épisode. Merci à vous, messieurs. La rediff sur Facebook, de Facebook sur les podcasts, c'est dès cet après-midi. Rediffusion ce soir d'Overtime à 20h15. Pourquoi 20h15 ? Parce que ce soir, on a notre nouveau documentaire Inside Plus à 20h sur MySports 1. N'hésitez pas à être des nôtres pour voir ce nouvel épisode. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de National League qu'il n'y a pas de hockey sur glace. Stéphane et Régis vous l'ont dit. Demain, 2 matchs de Champions Hockey League, de la NHL aussi, ce week-end commenté en français. Bref, la National League, elle reprendra ses droits le 19 décembre avec 3 matchs.
3 matchs avant Noël, bien intensifs, qui peuvent encore faire changer le classement. D'ici là, portez-vous bien. Merci Steph, merci Régis, merci à vous tous. Et bye bye. Bye bye. Ciao tout le monde. Tous les matchs de National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.